Alors, bonjour tout le monde. On va commencer comme il est déjà presque 10h05. Alors, merci d'être présent aujourd'hui avec nous pour ce webinaire sur l'opération main-d'œuvre, qui est aussi notre premier webinaire de l'année 2023 à l'ICA. Donc, mon nom est Émilie Tremblay. C'est moi qui vais animer le webinaire aujourd'hui. Donc, je suis chercheuse en éducation des adultes à l'ICA. Donc aujourd'hui, vous savez, on va parler de l'opération main-d'œuvre, donc une opération qui a été annoncée en novembre 2021. Une opération qui vise à s'attaquer à la pénurie de main-d'œuvre dans certains domaines qui sont considérés comme étant prioritaires, en déployant différentes initiatives et mesures. C'est un investissement de 3,9 milliards de dollars sur 5 ans. Donc, il vise à attirer, requalifier, former environ 170 000 travailleuses et travailleurs. Donc, voilà ce qui va nous intéresser aujourd'hui. Donc, quelques mots sur le déroulement du webinaire. Donc, je vais tout d'abord passer la parole à Pierre Doré, qui est le président du conseil d'administration de l'ICA, pour un mot d'introduction sur l'opération main-d'œuvre, mettre un peu de chair autour de l'opération main-d'œuvre et des transformations dans la formation de la main-d'œuvre. Je vais ensuite passer la parole à mon collègue Hervé Dignard. Donc, Hervé est la personne qui a principalement travaillé à l'ICA sur l'opération main-d'œuvre depuis l'annonce de différentes mesures. Donc, il va nous présenter la consultation qu'on a organisée à l'ICA, les résultats. On va également présenter une synthèse de quelques commentaires qui ont été faits dans le cadre de la consultation, qui sont intéressants et qui viennent ajouter à notre réflexion puis à nos constats. Puis par la suite, bien, on va bien évidemment laisser un bon temps de parole et d'échange donc à la salle. Donc, je pense que c'est ça qui va être intéressant de voir qu'est-ce que vous avez pensé de nos constats et de nos préoccupations, quelles sont les vôtres, est-ce que vous en avez d'autres à nous partager, d'autres réflexions en lien avec l'opération main-d'œuvre, en lien également avec ce que vous avez pu constater déjà sur le terrain. Donc, voilà pour le déroulement du webinaire. Donc, il est enregistré comme vous avez pu entendre le petit message quand j'ai parti l'enregistrement. Donc, il sera diffusé sur notre site après l'événement. Donc, sans plus tarder, je vais passer la parole à Pierre. Oui, bonjour. Merci d'être présent pour discuter de ces enjeux-là qui tournent autour de la formation professionnelle. En fait, l'idée générale, c'est ça, c'est qu'à travers l'opération main-d'œuvre, c'est vraiment réfléchir sur comment on a développé au cours des années et comment se poursuit ou se reproduit en quelque sorte l'action gouvernementale et l'action publique en matière de formation professionnelle au sens large du terme comme tel. Euh, Quand Amélie m'a indiqué ou m'a dit il faut que tu donnes un portrait global ou une distance par rapport aux opérations en cours, j'ai essayé en 5 minutes ou à peu près, j'ai essayé de rappeler un certain nombre d'éléments qui me semble-t-il, sont des éléments lourds et constitutifs de l'histoire, en quelque sorte, de la formation professionnelle des adultes au cours des années. Donc, c'est un petit peu ces idées de portrait général et dans une continuité relativement longue. La première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est de rappeler que une des manières de planifier les pratiques d'éducation en formation des adultes et en formation professionnelle des adultes, c'était ce qu'on appelle l'achat de cours, l'achat annuel de cours. Et ces achats-là, en fait, datent au minimum des années 60, alors qu'effectivement, le gouvernement fédéral et le gouvernement provincial et leurs instances respectives devaient en quelque sorte négocier les formations dont les thématiques étaient les prioritaires. Donc,
Le gouvernement fédéral arrivait avec sa liste de secteurs et d'emplois prioritaires. Le gouvernement provincial faisait la même chose. Et on négociait pour finalement arriver à une liste de cours qu'on allait offrir à travers les institutions d'enseignement au cours des années. Cette manière de faire a changé au cours des années, mais fondamentalement, cela reste un modèle qui se perpétue encore aujourd'hui et qui met de façon systématique en relation je dirais, les ministères de l'emploi, du travail, qui ont changé de nom au cours des années, là, je vous fais l'économie des noms, et les relations avec les ministères de l'Éducation, que ce soit le ministère de l'Éducation du Québec ou les deux ministères, enseignement supérieur et éducation, quand il y avait une distinction entre les deux ministères. Parce qu'en quelque part, ces achats de cours-là étaient faits soit au niveau secondaire, soit au niveau collégial. Donc, premier élément. Deuxième élément, c'est la grande transformation de l'organisation et des politiques de la formation professionnelle et technique dans les années 84, où là, il y a des transformations sur plusieurs aspects. D'abord, il y a une transformation au niveau administratif. Je rappelle qu'il existait au secondaire la formation professionnelle des adultes et la formation professionnelle des jeunes. Les deux ont été mis ensemble autour des années 86-87 pour former la formation professionnelle. Donc ça, c'est un premier changement. Un deuxième changement, c'est que la vocation des services d'éducation des adultes dans les établissements scolaires a changé avec ce qu'on a appelé le développement de la formation sur mesure, c'est-à-dire d'une formation organisée et planifiée par les institutions scolaires pour les salariés d'entreprise. La troisième transformation administrative, c'est la création, en fait, des centres de formation professionnelle qui, au secondaire, se sont détachés, en quelque sorte, des écoles secondaires, des polyvalentes, alors que, historiquement, à partir des années 60, ils étaient sous la responsabilité des mêmes directions. Donc ça, au plan administratif, il y a des changements, et puis administratifs et politiques, là, convenons-en, il y a des changements à ce niveau-là. Il y a eu des changements au niveau éducatif. On a cherché en quelque sorte aussi à élaborer des cheminements scolaires spécifiques à la formation professionnelle. Donc, en théorie, on pouvait commencer par suivre des cours, des programmes menant à un certificat de qualification pour les métiers semi-spécialisés, poursuivre au niveau de la formation professionnelle du secondaire, poursuivre après vers la formation technique et la formation technique à l'université. En pratique, l'idée, c'était effectivement de créer des cheminements scolaires professionnels à côté des cheminements scolaires de formation générale menant directement à l'université. Bon, là-dessus, il faut dire que entre la théorie et la pratique, il y a deux choses très différentes dans la mesure où il y a, par exemple, des passerelles entre la formation professionnelle et la formation technique. Il y en a très peu, il y a très peu de personnes qui les utilisent. Par contre, les passerelles entre les diplômés de l'enseignement technique et l'université, ça fonctionne beaucoup mieux. Il y a au minimum 30% de personnes, de diplômés de l'enseignement technique qui continuent à l'université. Ça, c'est des statistiques de continuité directe. Quand on regarde les statistiques entre la fin du diplôme de l'enseignement technique
le retour au marché du travail et le retour à l'université par la suite, ça monte à plus de 50%. Là. Donc, c'est très, les situations sont à ce moment-là très différentes et le passage théorique entre les ordres d'enseignement, c'est loin d'être fait pour toutes sortes de raisons, relevant à la fois de questions institutionnelles, mais aussi relevant d'enjeux relatifs aux personnes apprenantes. L'autre élément aussi qui est arrivé dans ces années-là, c'est la loi du 1%, selon lequel les entreprises devaient investir davantage dans la formation de leurs salariés. Et avec des sorts un peu différents aussi, des accès très différents selon le type d'entreprise, par exemple. Puis en plus, l'État a réduit en quelque sorte la portée de la loi en augmentant le seuil selon lequel les entreprises devaient être régies par cette loi-là. Donc, il y a en particulier, le nombre de petites et moyennes entreprises a beaucoup diminué avec des seuils d'accessibilité et d'obligation de tenir le 1% qui augmentait. En 2002, il y a eu la politique d'éducation des adultes qui a finalement, au bout de plusieurs années, on s'aperçoit qu'il y a probablement peu eu d'effet sur la formation professionnelle et technique, dans la mesure où, d'un côté, il y avait la loi dont on rétrécissait la portée, on continuait à acheter des cours et on développait la formation sur mesure, par ailleurs, dans les institutions publiques. Donc, il y a eu des effets sur la question de la reconnaissance des acquis, mais on constate que, par exemple, en formation professionnelle, la moyenne d'âge tourne entre 26 et 27 ans et la moyenne d'âge des élèves tourne autour de ces âges-là. Et donc, c'est devenu largement une formation d'adultes et il est assez difficile pour entre guillemets, des jeunes qui voudraient s'en aller directement du secondaire vers la formation professionnelle. C'est plus difficile parce qu'en plus de ça, il y a une pénurie de place là-dessus. Le dernier élément que je pense qui est important à rappeler, c'est les relations avec l'économie. Dans tous ces changements-là, les relations avec l'économie ont changé dans la mesure où les acteurs économiques sont de plus en plus importants dans les réformes de programmes et la création de nouveaux programmes. Et on a créé, au cours des années, un ensemble d'organismes qu'on a appelés sous le chapeau du réseau main-d'œuvre. Ce sont beaucoup les conseils consultatifs, les comités consultatifs de main-d'œuvre. Mais donc, on a un réseau d'acteurs dont la mission est de participer au développement des ressources humaines et de participer au développement de la formation en milieu de travail. Arrive la COVID et son pendant là qu'on vit actuellement, qui est la pénurie de main-d'œuvre, où là, effectivement, le gouvernement reprend en quelque sorte les modèles classiques d'achat de cours et de réforme de programme et d'achat de cours pour résorber les pénuries de main-d'œuvre. Et donc, le cas le plus connu, c'est celui du programme là, rapide des cours pour les travailleurs, les travailleuses là, qui sont des soutiens, des préposés aux bénéficiaires, entre autres dans les CHSLD. Donc, en quelque sorte, une espèce de formation qui vise, me semble-t-il, à répondre à un besoin urgent qu'il y avait. Donc, on est vraiment dans une dynamique de réponse immédiate et tout. Et on a l'impression
que ce modèle-là, en quelque sorte, semble vouloir être reproduit à travers des opérations plus larges de développement de cours pour des secteurs très précis. Donc, on voit très bien que je dirais qu'on est dans une dynamique où il s'agit de répondre directement à des urgences, à ce qu'on peut considérer comme des urgences économiques, avec des urgences qui sont d'une certaine manière aussi là, facilement compréhensibles, là. Et donc, mais en même temps, on peut se demander, puis là, je réponds pas, je veux juste proposer un thème. On peut effectivement se demander si on n'a pas finalement, on n'est pas en train de manquer de bateau. C'est-à-dire d'avoir, d'une part, des situations où on pourrait articuler davantage les retours aux études au cours de la vie et donc de permettre en quelque sorte à la fois une mobilité professionnelle, une mobilité scolaire tout en étant au travail, et donc d'avoir effectivement une formation tout au long de la vie beaucoup plus articulée, beaucoup plus structurée. Bon, c'est grosso modo, c'est une question que je lance, mais il y en a probablement beaucoup d'autres. Et l'idée de la rencontre d'aujourd'hui, c'est justement là, au moins de mettre sur la table ces questions-là pour qu'on puisse, comme institut de coopération en éducation des adultes, se faire une tête beaucoup plus précise des différents enjeux, en quelque sorte, actuels, connaissant les enjeux historiques, se faire donc une idée plus précise des enjeux actuels. Voilà. Voilà un peu ce que je voulais dire. J'ai dit que j'avais 5 minutes, mais je pense que j'en ai pris 7,5, fait que voilà. Merci beaucoup, Pierre, pour cette introduction. Donc, Hervé, je vais te passer la parole pour la suite. OK, merci. Donc, moi, je vais présenter principalement les résultats de la consultation. Là. Je rappelle un peu le contexte. On a produit une analyse là, de l'opération main-d'œuvre au printemps dernier. Puis dans le texte qu'on avait mis en ligne, là, il y avait un certain nombre de constats, un certain nombre de préoccupations qu'on avait formulées. Puis on voulait, en quelque sorte, vérifier auprès là, de nos membres, nos partenaires, les gens qui sont intéressés par nos activités, donc vérifier le degré d'accord par rapport à ces constats-là et à ces préoccupations-là. Donc, je rappelle, la consultation s'est déroulée sur une période d'environ un mois, entre le 18 novembre et le 23 décembre 2022. On a réussi à rejoindre à travers ça 49 personnes et organisations. Dans le fond, on a eu des réponses de 49 personnes qui représentaient des organisations ou qui répondaient là, sur une base personnelle. Là, il n'y avait pas moyen là, de contrôler ça. Donc, une 49 réponses pour la consultation, ça ne fait pas un... C'est pas un pool de réponses assez grand là, pour qu'on puisse parler là, de résultats qui ont une valeur statistique, là, mais ça donne quand même un bon coup d'œil sur le degré d'approbation qu'on a par rapport à nos constats, nos préoccupations. Donc, 49 réponses. Il y a 14, les gens qui ont répondu provenaient de 14 secteurs d'activité qui se sentent concernés par l'opération main-d'œuvre. Le plus grand nombre de réponses qu'on a eues venait du secteur du cégep, une quinzaine de réponses. Ensuite, il y avait 7 réponses qui venaient d'organismes communautaires de développement de l'employabilité, 6 réponses qui venaient soit de syndicats, soit d'universités, environ 5 réponses qui venaient de centres de services scolaires, des centres de FGA, la formation générale des adultes, ou carrément de formation professionnelle. Ensuite,
On a des réponses des pools de réponses moins grands, là, comme l'alphabétisation communautaire, ça a généré 2 réponses. Et puis, par la suite, ben là, on a action communautaire autonome, un comité sectoriel, un employeur, bibliothèque, musée. Ça, c'était des réponses uniques. Donc, quand on regarde là, du côté de la concentration, on est vraiment dans les cégeps, une grande concentration, organismes communautaires de développement de l'employabilité, les syndicats, les universités, les centres de services scolaires. C'est la majorité des réponses là, venaient de ces gens-là. Je vais partager avec vous un tableau synthèse qui présente les résultats pour les constats, puis ensuite on va changer pour aller chercher celui des préoccupations. Donc, je rappelle un petit peu, là, je mets le contexte, là, on a ici là, les constats qui sont présentés, et puis en dessous, on regarde s'il y a il y a un petit visuel, là, le désaccord, l'indécis, l'accord. Donc, c'est une échelle à 5 niveaux qu'on avait choisi. Là, on était soit pas du tout d'accord, pas d'accord, ni en accord, ni en désaccord. Ça, c'est la position intermédiaire que j'ai définie par indécis. Et puis, il y avait les 2 positions là, qui pouvaient permettre de marquer l'accord avec les constats d'ICA. Donc, c'était soit d'accord, soit tout à fait d'accord. Donc, on a fait des réunions. J'ai réuni les pourcentages là, de pas du tout d'accord et pas d'accord pour faire pour exprimer le degré de désaccord, en quelque sorte. Il y a la position intermédiaire là, qui est indécis ou refus de répondre, mais on l'a défini surtout comme indécis. Donc, quand on regarde les constats, là, de façon générale, là, si on fait si j'essaie de faire défiler la page, là, on voit que sur les 6 constats, on a de façon générale la plupart des gens qui ont répondu à la consultation étaient en accord avec nos constats. Il y a des constats qui génèrent plus d'accords que d'autres, comme le premier constat là, qui était l'idée que l'opération de main-d'œuvre allait au-delà de la question de main-d'œuvre, de la question de la main-d'œuvre, puis ça constituait là, bref, ça présentait de nouvelles façons de soutenir l'apprentissage, former pour l'emploi ou reconnaître les acquis et gérer l'immigration. Donc, il y avait quand même 86 des gens qui étaient d'accord avec cette idée-là. Quand on regarde le deuxième constat, là, on voit qu'il y a quand même une plus grande variation. Là. On est dans les plus de 73 et 77 d'accord selon l'idée du deuxième constat, c'est qu'il y avait 3 stratégies qui étaient mises de l'avant. Hein, former rapidement les personnes, recruter à l'étranger, puis favoriser le retour en emploi des personnes retraitées. De façon générale, les gens sont relativement d'accord avec ça, mais il y a quand même là, des pourcentages d'indécis là, qui peuvent amener certaines questions, à savoir est-ce qu'ils ont mal compris notre constat ou s'ils ont des positions différentes. Donc, le troisième constat, donc, le recours à ces stratégies-là permettait de joindre, selon nous, plusieurs catégories de personnes qui étaient susceptibles de répondre aux besoins de main-d'œuvre. Il y avait les adultes en formation qui voulaient participer à la formation, les personnes immigrantes qui souhaitaient s'établir au Québec, les personnes retraitées intéressées à revenir en emploi. De façon générale, ici, là, on a encore un fort degré d'accord, mais il y a quand même 16 d'indécis, ce qui soulève un questionnement justement sur pourquoi les gens sont indécis par rapport à ça. Ensuite, quand on regarde le constat 4 portait sur l'utilisation, la généralisation de l'utilisation de 3 modes d'action, le soutien à la formation qui mène à l'emploi dans des domaines précis, l'offre accrue de parcours de formation en alternance travail-études, puis le recours à la reconnaissance des acquis et des compétences, notamment pour les personnes immigrantes, mais aussi là, pour d'autres catégories de travailleurs là, qui pourraient vouloir participer à l'opération main-d'œuvre. Donc, par rapport à ça, on voit là, que pour ce qui est du premier mode d'action, le soutien à la formation, les gens sont de façon générale pas mal d'accord avec nous, mais on a des degrés d'accord un peu moindres là, quand on arrive à l'offre de formation accrue en alternance à travail-études, puis pour ce qui est du recours à la reconnaissance des acquis aussi. Le constat 5 portait sur l'idée que les stratégies et les modes d'action proposés par l'ICA étaient orientés vers la disponibilité de la main-d'œuvre qualifiée dans 5 domaines d'emploi ou d'activités jugés stratégiques par le gouvernement. De façon générale, là, on a quand même un bon degré d'accord, mais on a un degré de désaccord qui est quand même élevé aussi. Là. On peut se poser une question par rapport à ça.
ici, je dois faire je dois admettre ma culpabilité, là. Les cinq domaines d'emploi jugés stratégiques là, sont l'éducation, les services de garde éducatifs à l'enfance, la santé, services sociaux. Génie, technologie, c'était un secteur en soi. Et il y avait la construction aussi qu'on aurait dû ajouter dans le document qui a disparu là, à un moment donné dans l'écriture pour une raison que je n'arrive pas encore à m'expliquer, mais c'est donc... ça, c'est un oubli de notre part, puis on l'a corrigé. Mais dans les faits, l'idée derrière le constat, c'est de vérifier avec, ce qu'on voulait vérifier avec les gens, dans le fond, c'était est-ce qu'ils sont d'accord avec nous sur l'idée que toute l'opération main-d'œuvre est orientée vers certains secteurs et non pas vers tous les secteurs d'activité ou des domaines d'emploi. Le sixième constat portait sur l'idée que le nombre limité d'emplois ou d'activités ciblées par Québec serait susceptible, de restreindre la portée des mesures proposées, d'orienter les décisions des personnes en formation ou des institutions d'enseignement, ou encore de générer des déséquilibres dans les domaines d'emploi ou d'activités qui n'étaient pas ciblés par l'opération main-d'œuvre. Bon, pour ce qui est de restreindre la portée des mesures proposées, c'est finalement l'élément du constat 6, ce premier élément-là du constat 6, c'est celui qui génère le moins d'accord dans toute la consultation, enfin, par rapport au constat. On verra tantôt que dans les préoccupations, il y a d'autres choses. Pour ce qui est de l'idée que le nombre limité de domaines oriente les décisions des personnes ou des institutions d'enseignement, ou encore que ça génère des déséquilibres dans certains domaines d'emploi ou d'activité, de ce côté-là, par contre, là, on a quand même un degré d'accord que je dirais qui est quand même assez bon. Donc ça, c'est pour le premier tableau synthèse. Donc, c'est pour ce qui est des constats. Maintenant, je vais vous présenter les résultats pour nos préoccupations. Donc, au-delà des constats qu'on avait formulés, il y avait quand même aussi 4 préoccupations qu'on pouvait tirer du texte du texte d'analyse qu'on a publié en avril dernier. Donc, la préoccupation 1 était à l'effet qu'on estime, dans le fond, LCE, que toutes les formations conçues dans le cadre de l'opération main-d'œuvre, même les plus courtes, devraient être créditées ou en tout cas donner droit à des unités qui pourraient mener à un diplôme. L'idée là-dedans, c'est de viser la reconnaissance des acquis des personnes, même si c'est des acquis mineurs par rapport à d'autres. C'est en quelque sorte cette préoccupation-là et l'élément de la consultation qui génère le moins d'accord, on est à 63 par rapport à des 70, 80, 90 qu'on a vu tantôt et qu'on peut voir ici. Et ça génère un 25, plus de 25 d'accord, de désaccord, on est à 26. Fait qu'on peut se poser la question là, par rapport à ça, est-ce que l'idée de reconnaître même les formations les plus courtes pose un problème à certaines personnes? Si oui, pourquoi? Donc, ça, c'est pour la première préoccupation. La deuxième préoccupation concernait les personnes immigrantes. L'idée de cibler les personnes immigrantes en fonction de leurs compétences professionnelles, c'est quelque chose qui est beau, qui est suffisant, mais on soulignait le fait qu'il ne fallait pas oublier que ces personnes-là doivent vouloir s'établir au Québec et disposer des ressources et du soutien nécessaire pour y arriver. Ici, là, à 92 %, je pense que c'est l'élément de la consultation qui reçoit le plus grand degré d'accord. Puis on voit là, des pourcentages de désaccords et d'indécis qui sont sous les 5 %. Là. Donc, c'est probablement l'élément de la consultation là, avec lequel les gens qui ont répondu sont le plus en accord. Finalement, la préoccupation 3 et 4. La 3, c'est la formation, l'idée que la formation offerte dans le cadre de l'opération main-d'œuvre était susceptible d'orienter les personnes vers certains domaines d'emploi plutôt que d'autres. Hein, et que ça pourrait être la source de déséquilibre dans certains domaines, ou en tout cas en des domaines ciblés, des domaines non ciblés, ou encore des programmes de formation et non inadmissibles. Encore là, on a un degré d'accord assez élevé à 87 % avec des pourcentages là, de désaccords et d'indécis qui sont à 6,5. C'est quand même relativement bas par rapport à d'autres éléments de la consultation. Finalement, dans la préoccupation 4, on exprimait l'idée que le recours à la reconnaissance des acquis ne devrait pas être limité
par les obstacles qui s'opposent à la reconnaissance là, des titres étrangers, enfin des diplômes obtenus à l'étranger. Actuellement, là, il y a des difficultés d'accès à la RAC, à la formation, la réglementation des ordres professionnels, l'absence de soutien, la dévalorisation des acquis. C'est tous des obstacles là, qui sont en présence actuellement et qu'il faudrait peut-être idéalement, dans notre avis, lever si on veut être capable là, de recruter à l'étranger, d'accueillir des gens ici puis de reconnaître leurs compétences pour qu'ils puissent se mettre à travailler. Donc, encore là, on a un degré d'accord quand même assez élevé à 86 là, avec 8 d'indécis, 7 de désaccord. Donc, ça, c'est en quelque sorte là, les résultats de la consultation. Par rapport à en parallèle avec la consultation, on demandait aux gens, on invitait les gens, les personnes répondantes à formuler là, différents commentaires. Donc, je pense que je vais laisser la parole à Émilie par rapport à ça. C'est bien ça? Oui. Oui, okay. Donc, parfait, c'est ça. Fait que, donc, il y avait, pour ce qui est des commentaires, on en a reçu plusieurs. On a reçu peut-être, je ne sais pas moi, peut-être 10 à 12 commentaires par rapport aux préoccupations et aussi par rapport au constat. Puis je vais laisser Émilie prendre le relais. Merci. Oui. Merci Hervé. Donc, on trouvait important de faire mention de ces commentaires-là parce que ça vient ajouter à notre réflexion puis à notre compréhension des mesures qui sont mises en place, mais aussi des craintes que les gens peuvent avoir, de leurs préoccupations également. Donc, il y a 4 grandes catégories, on pourrait dire. Certaines préoccupations au niveau de la qualité de la formation, tout d'abord. Donc, on mentionne l'importance que la formation offerte devrait avoir un caractère qualifiant, polyvalent, transférable. Donc, ça revient dans les commentaires. On mentionne aussi la crainte que l'accélération de certaines formations mène à la formation de personnel moins spécialisé ou non spécialisé dont la formation serait à poursuivre et à compléter. Un autre thème, donc concernant les mesures de formation qui sont proposées. Donc, on mentionne que l'opération main-d'œuvre ne prend pas en compte les besoins de perfectionnement et de développement des compétences dans les domaines d'importance stratégique. Aussi, on note que les mesures annoncées ne permettent pas nécessairement de soutenir le perfectionnement à temps partiel, par exemple, des personnes qui vont occuper des nouvelles fonctions dans leur organisation en raison, par exemple, de la pénurie de main-d'œuvre, en raison de la transition numérique, de la transition écologique. On note aussi l'absence de mesures pour attirer, inclure, accompagner, prendre en compte les personnes qui sont éloignées du marché du travail ou qui sont aux prises avec certaines limitations. On mentionne aussi qu'il est important de reconnaître les formations courtes ou accélérées, puis de favoriser leur intégration et les passerelles vers des formations plus longues entre AEC et DEC, entre AEP et DEP, notamment. Une autre catégorie, donc des enjeux qui concernent les travailleuses et les travailleurs issus de l'immigration. Donc, on mentionne dans les commentaires l'importance d'accompagner ces travailleuses et ces travailleurs-là, pas juste pour le travail, mais de penser globalement ce que ça implique. On note aussi l'absence de mécanismes de reconnaissance officielle des diplômes universitaires qui sont obtenus à l'étranger et l'absence aussi de mesures pour contrer le processus de déqualification possible qui arrive à certaines personnes qui sont sélectionnées pour leurs compétences. On soulève aussi l'absence de mesures pour les personnes immigrantes qui sont déjà établies au Québec par rapport à celles qu'on irait recruter. En fait, des secteurs d'activité, concernant les secteurs d'activité qui ont été ciblés, dont les 6 secteurs, donc on mentionne dans les commentaires le fait que certains secteurs stratégiques ne sont pas inclus, comme l'aéronautique, et que ça peut avoir des conséquences importantes dans ce domaine-là et aussi pour les établissements d'enseignement. Donc, en fait, de différentes manières, dans les commentaires, on aborde des possibles impacts de ces mesures, des impacts sur les conditions de travail et d'exercice d'un métier ou d'une profession, des impacts qu'ont ces mesures sur la qualité de la formation reçue et sur l'employabilité des personnes, des impacts aussi pour les secteurs qui ne sont pas inclus, on donnait l'exemple de l'aéronautique, des impacts aussi pour les personnes qui sont recrutées à l'étranger et pour celles qui sont déjà établies au Québec. Donc, voilà un petit peu pour ce qui ressortait des commentaires, puis on trouvait intéressant de les mentionner parce que ça ajoute à la compréhension de tout ce que ça implique, l'opération main-d'œuvre.
Donc, suite à ce petit survol de la consultation, de ses résultats et des commentaires qui ont été faits, et on voudrait maintenant ouvrir le micro à la salle, savoir qu'est-ce que vous avez pensé de ces résultats-là, si peut-être vous n'étiez pas prononcé dans le cadre de la consultation. Quelles sont vos réflexions aussi, vos préoccupations personnelles ou celles de vos organisations par rapport à l'opération main-d'œuvre? Donc, la parole est à vous. Donc, s'il y a des personnes qui ont des commentaires ou des questions, peut-être juste lever la main. Vous pouvez aussi indiquer vos questions si vous le souhaitez dans le fil de discussion, puis je pourrai les lire si certaines personnes préfèrent fonctionner de cette manière-là. Donc, tout d'abord, une première question, une première main levée, en tout cas, de Isabelle Lynn. La parole est à toi. Oui, ben, j'ai décidé de briser la glace. En fait, ce n'est pas tellement une question. Quand tu parlais des réactions, nous, ce qu'on constate dans l'opération main-d'œuvre, bon, c'est restreint à certains secteurs d'activité d'une part. D'autre part, on peut penser que le gouvernement s'est un peu servi aussi, là. C'est beaucoup pour ses travailleurs à lui. La deuxième chose, ben, les formations accélérées, c'est vraiment, je vais vous regarder, c'est vraiment un problème. Il y a deux choses. Il y a les formations courtes. Si on regarde les proposés aux bénéficiaires, c'est une formation qu'on a faite juste pour les gens qui travaillent en CHSLD. Donc, on a pris le DEP qui était plus long, puis on a pris les compétences juste pour travailler auprès des personnes âgées. Mais ce qui arrive en ce moment, bon, déjà, il y a 30 de ces gens-là qui ont abandonné parce que les conditions étaient difficiles pour les enseignants et aussi pour la formation. Et ce qu'on réalise, nous, on a des syndicats dans le domaine de la santé. J'ai comme un chat dans la gorge, excusez-moi. On a des syndicats dans le domaine de la santé. Ce qu'on nous dit, c'est que les CIUS vont chercher ces préposés-là dans les CHSLD pour les amener travailler en milieu hospitalier. Ils n'ont pas toutes les compétences pour travailler aux urgences, en médecine, en pédiatrie. Donc, ça vient alourdir la tâche de ceux qui les accueillent, d'une part. Donc, c'est des gens qui n'ont pas toute l'information du DEP qui se retrouvent à travailler dans d'autres secteurs d'activité. On les met dans des conditions difficiles, puis on met les gens avec qui ils travaillent dans les conditions difficiles. Moi, je trouve que ça dévalorise la formation professionnelle parce que les gens qui ne connaissent pas les DEP, les AEP, tout ça, se disent, ben oui, ils sont donc bien mal formés. Ils sortent des centres, puis ils ne sont pas complètement formés, d'une part. L'autre chose, la formation d'infirmière auxiliaire accélérée. Donc, on met les gens en situation d'apprentissage à 35 heures semaine. Ce qui est énorme. Imaginez, là, vous êtes 35 heures semaine en apprentissage d'un nouveau métier. Vous avez vos responsabilités parentales, toutes sortes de choses à gérer. C'est souvent des femmes monoparentales. Dans bien des cas, ce qu'on nous dit, les profs, moi j'ai fait un sondage, j'ai eu tout un atelier avec des profs pendant 2 heures. Et ce qu'ils me disent, c'est beaucoup d'abandon, beaucoup d'échecs, beaucoup d'absence parce qu'elles n'y arrivent pas. Les profs, bon. Et ce qu'on nous dit, c'est qu'elles-mêmes ne voudraient pas se retrouver dans un milieu hospitalier avec ces étudiants-là qui les soignent parce que les conditions d'apprentissage sont vraiment très, très, très difficiles. Donc, moi, je trouve ça très dangereux. Je trouve qu'on dévalorise la formation professionnelle et c'est dangereux dans le vrai sens du terme pour les infirmiers auxiliaires qui n'ont pas toutes les compétences. Et ce n'est pas aux étudiants-là, ils font de leur mieux, là. Mais on les met vraiment dans des conditions difficiles, puis les enseignants aussi. Ils sont allés, il y a une pénurie de main-d'œuvre, on rentre des groupes, on va chercher les enseignants qui n'ont vraiment pas d'expérience. On a obligé des infirmières, des enseignantes à revenir dans le milieu hospitalier. En tout cas, c'est un peu le bordel. Moi, je trouve que c'est dangereux, cette opération main-d'œuvre. Et ce qu'on comprend, puis je termine avec ça, je suis un peu longue, le gouvernement va réinvestir pour 150 millions en formation professionnelle, essentiellement encore dans des formations courtes et accélérées. Je trouve ça très dommageable pour la formation professionnelle.
Merci beaucoup, Isabeline, pour ce témoignage et ce partage. Ça amène d'autres éléments autour de l'alourdissement de la tâche de travail, la dévalorisation de la formation professionnelle, les conditions de travail aussi pour les personnes nouvellement formées dans le cadre de la formation de l'opération main-d'œuvre. Lynn, je passerai la parole maintenant. Oui, merci. Moi, je suis dans la même lignée qu'Isabeline. Bon, peut-être parce qu'on a le même nom, c'est pas vrai. On se connaît un petit peu. Moi, j'ai fait la même chose avec les enseignants formation professionnelle qui travaillent pour le Centre de services de Montréal. Je suis une vice-présidente élue responsable, plan politique. Alors, j'ai fait le même exercice et j'ai eu les mêmes résultats. Et nous, on est allé un petit peu plus loin. On a regardé justement la construction. Là, on fait des formations accélérées, mais accélérées pas dans le temps, c'est-à-dire faire des 35 heures, mais de couper dans la formation pour qu'elle soit, dans le fond, ce n'est pas la formation qui est accélérée, c'est d'avoir l'ASP le plus rapidement possible. Puis là, on est en train de voir des DEP. Ce qui fait qu'on se ramasse avec des travailleurs qui sont plus ou moins formés, qui sont craintifs, qui démissionnent. C'est pas long, là. Je pense à un ASP en construction, justement. La plupart des élèves, quand ils ont été en stage, ils lâchaient le stage. Ils disaient, ben non, je ne suis pas prêt. Alors, on ne rend pas service aux élèves. Et c'est ce qu'on ressortait beaucoup. On rend service à personne. Puis je vous dirais que mes profs ont fait des sondages auprès de leurs élèves. Et puis, eux voient ça comme, c'est l'expression qu'ils ont pris, c'est de mettre un pansement sur le bobo de la pénurie, là. C'est de combler ça le plus rapidement possible. C'est ça le but. Puis c'est ce qu'ils ressentent dans leur formation accélérée. Idem pour les profs. Donc, il n'y a pas grand positif là-dedans, à part de mettre des travailleurs pour boucher des trous, parce que c'est ça qui se passe, mais pas nécessairement bien formés. Quand même, puis pourtant, la RAC est quand même assez efficace, l'AFP, là. Mais ça ne sert à rien parce que s'ils viennent, en général, s'ils vont faire un DEP, surtout je parle des immigrants, ben, ce n'est pas nécessairement leur domaine. Alors, ils doivent tout faire le parcours quand même qu'il ferait reconnaître. Fait qu'en gros, je suis comme Lynn, chez nous, il n'y a pas grand-chose de positif par rapport à l'opération main-d'œuvre. Vraiment pas, à part de faire connaître peut-être la FP, là, on en parle plus maintenant. C'est à peu près la seule chose positive qui est sortie. Puis, on peut aller même au niveau de la formation générale en francisation, qui a quand même eu sont en réforme carrément, pour justement amener des travailleurs plus rapidement. Et on demande de faire de la publicité vers justement les DEP ou les AEP qui font partie d'opération main-d'œuvre. Fait qu'ils essaient d'élargir mais c'est encore une fois ça va être pour patcher carrément. Là. Ça pénalise les futurs travailleurs qui ne se sentent pas bien formés. Puis en santé, on a le plus gros centre à Montréal de santé, puis ça a été c'est là qu'ils ont parti la machine. Et le taux d'échec était énorme. Puis c'est surtout quand ils se ramassaient en milieu de travail, puis qu'ils voyaient que ça ne marchait pas, bien là, il y avait eu des bourses, hein, les fameux les bourses d'études qui devaient rembourser. En tout cas, c'est tout croche. Fait que vraiment, non, on n'a pas grand positif là-dedans. Voilà. Merci beaucoup pour ce commentaire. Est-ce qu'il y a d'autres questions, réflexions, partages? Oui, il y a une main levée, Romuald. Oui, bonjour. En fait, moi, j'arrive un petit peu, j'embarque parce que mon directeur m'a dit d'assister à ce meeting, donc je prends de l'information. J'ai pas beaucoup entendu parler du non crédité. Est-ce que ça fait partie de l'étude? Visiblement, on en a parlé un petit peu. Il y a des dispositifs, parce qu'on parle de rediplômante, mais le nouveau dispositif comme la certification collégiale qui est une approche par compétence et qui peut s'inscrire justement dans une démarche RAC, est-ce que c'est quelque chose en fait qui
qui fonctionne. Je vous avais dit qu'il y a beaucoup de cégeps qui ont répondu. Nous, je sais qu'on essaye de développer beaucoup en fait de certifications collégiales dans l'optique de pouvoir éventuellement être raccroché à une AEC et de pouvoir contribuer, de pouvoir permettre via le processus RAC une reconnaissance des acquis et donc l'obtention d'un diplôme. Et à la fois, ça participe en fait au rehaussement des compétences sur certains domaines. Je sais que là, on développe beaucoup de choses autour de tout ce qui est amélioration continue, tout ce qui est industrie 4.0, critères ESG. J'aimerais vous entendre en fait sur le non crédité, le sur-mesure et la certification collégiale. Merci beaucoup. Hervé, est-ce que tu as envie de répondre à ce commentaire? En fait, un des problèmes que j'avais quand j'ai procédé justement à l'analyse de l'opération main-d'œuvre, c'est de comprendre qu'est-ce que ça voulait dire, le crédité, non crédité. Non crédité, moi, ça suggérait que c'était pas reconnu, mais là, je suis en train de me demander s'il n'y a pas quand même une reconnaissance officielle puis que ça ne s'inscrit pas quand même là, dans un parcours, ou en tout cas que ça peut s'inscrire dans un parcours. Parce que l'idée, moi, je pense que c'est un peu là, les préoccupations qu'on avait formulées, c'est l'idée que peu importe ce que c'est qu'on apprend dans la vie, que ça puisse être reconnu, puis que ça puisse s'inscrire quelque part là, dans un parcours de formation qui devienne plus qualifiant à plus long terme. Là. C'est un peu le mantra qu'on met de l'avant. Là. Mais pour ce qui est de la mécanique là, dans les cégeps, comment ça fonctionne, là, je pense que c'est carrément des gens des cégeps qui sont les mieux placés là, pour répondre à cette question-là. Et après, est-ce que crédité, non crédité, est-ce que c'est un véritable enjeu dans le sens où si vous développez les programmes type évolution compétences, si un ministère est capable de lâcher 100, 200 000, 300 000 $, je pense pas que je pense pas que c'est juste pour amuser la galerie, c'est parce qu'il y a un réel besoin, on répond à un besoin. Donc, même si c'est du non crédité, il n'empêche qu'il y a quand même une crédibilité du programme, sinon on ne serait pas financé autant que ça. Moi, c'est ma perception. Voilà. Oui, non, ça, je suis d'accord avec vous. C'est certain que s'il y a du financement pour développer quelque chose par de la part des cégeps, je ne doute pas que ce qui est développé par les cégeps, ce soit bon, qualifiant ou transférable. Là. Mais la question que je me posais, c'est quand on dit que ce n'est pas crédité, est-ce que ça veut dire que il n'y a pas de note qui est donnée pour ça ou que si la note qui est donnée pour ça, elle ne s'inscrit pas dans un bulletin pour s'accumuler, pour pouvoir, je ne sais pas moi, valoir des... Est-ce que c'est des crédits dans le sens, quand on parle des crédits quand on va à l'université, par exemple, on a un certain nombre de crédits à accumuler là, pour avoir un diplôme. Est-ce que c'est dans ce sens-là? Moi, c'est ça le questionnement que je me posais. Isabelle Lynn a levé la main. Est-ce que vous me permettez de répondre en fait à Hervé? Oui, oui, bien sûr, allez-y. La notion, oui, en fait, la notion de crédité. Puis je vais parler, par exemple, de la certification collégiale. Je vais distinguer ce que tout à l'heure, je pense que ce qui a été évoqué sur la formation sur mesure. Formation sur mesure, c'est pour répondre à un besoin d'une entreprise ou d'un groupement d'entreprises, dans le sens où à l'issue de ça, on va émettre une attestation de formation. Donc, est-ce qu'il va y avoir, on va dire, des possibles crédits derrière? Pas forcément. Une approche type certification collégiale, là, on est plus sur une approche par compétence. Et donc, ça signifie que ça va peut-être faire dresser les cheveux ou les poils de certains, là, mais imaginons qu'une AEC soit composée de 10 modules et que ces 10 modules, on les découpe en 10 certifications collégiales. Dans l'absolu, comme l'approche par compétence sera la même, dans l'absolu, si par accumulation de certifications collégiales, je peux aller chercher mon AEC. Parce qu'on a eu la même approche en termes d'approche par compétence. Donc là, pour moi, c'est une approche. En fait, pour moi, c'est une
c'est une super opportunité pour les cégeps parce que ça permet de proposer des formations sur un point en particulier, mais qui peut s'inscrire ensuite dans une démarche beaucoup plus globale qui va permettre, si on le veut, d'aller chercher le diplôme. Mais si on le veut. Aujourd'hui, est-ce que c'est ça qui est important pour une entreprise? Sincèrement, moi, je fais partie du service aux entreprises, je travaillais dans le privé avant. On va regarder l'attestation de formation. Après, est-ce que c'est diplômant, pas diplômant, crédité, pas crédité? C'est pas forcément ça que je vais regarder en premier, là. C'est pas voilà. Mais l'approche certification collégiale, elle me paraît vraiment intéressante parce que justement, on part, on part de quelque chose qui est non crédité pour aller vers du crédité, potentiellement. Voilà. Merci pour le complément. Je laisserai donc la parole à Isabelle Lynn et ensuite à Rachel Béline. Oui, ben en fait, je vais essayer une réponse. Moi, ce que je comprenais de la rencontre, c'est qu'on parlait de l'opération main-d'œuvre. Donc, je pense qu'on s'éloigne du sujet. L'opération main-d'œuvre, c'est des formations créditées, donc des diplômes ministériels ou d'établissement, si on pense aux AEP-AEC. Impulsion compétences, c'est un des programmes de la CPMT dont M. Chéchin parlait. On s'éloigne du sujet, là. Opération main-d'œuvre, c'est vraiment des budgets, des crédits budgétaires du ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale. Puis voilà. C'est sûr que quand on pense aux entreprises où on dit on s'en fout, mais pour la personne qui suit la formation, c'est sûr que d'avoir quand on dit créditant, puis Rachel va y aller, là, va sûrement vous le présenter mieux que moi, mais c'est plus facile après pour une reconnaissance des compétences. Mais c'est un autre sujet, mais j'avais l'impression qu'on s'éloignait. On était vraiment, selon moi, dans le bilan de l'opération main-d'œuvre. Voilà. Merci beaucoup, Isabelle Lynn. Rachel? Oui, ben, comme Isabelle Lynn l'a dit, moi, je m'en allais comme amener une certification sur l'identité, puis la principale avec pareil. Mais je suis aussi tout à fait à l'aise qu'on revienne à l'opération main-d'œuvre. Fait que je vous laisse gérer l'ICA là, si vous souhaitez que j'approfondisse un peu cette question-là. Ben oui, je pense que ça peut être intéressant pour la discussion, puis si on peut recentrer après plus sur l'opération main-d'œuvre, mais ça peut potentiellement éclairer plusieurs personnes ici présentes, donc je pense que c'est intéressant. Parce que c'est sûr qu'en enseignement supérieur, mais la même chose dans les centres de services scolaires, les mariages en formation secondaire ou formation créditée, c'est beaucoup plus souple que l'organisation des formations créditées. L'organisation des programmes sont beaucoup plus longs, complexes et tout ça. Mais effectivement, sur le terrain, il y a beaucoup de passerelles entre des blocs de formation dites non créditées qui sont proches de ça dans certains programmes crédités. Ensuite de ça, les gens peuvent faire de la pratique, on peut dire, puis ensuite de ça, faire de la reconnaissance des acquis et aller chercher le diplôme. C'est sûr qu'il y a différents modèles qui se développent là, dans les centres de services, les collèges. Dans les universités, ça se discute, mais l'intervenant l'a bien nommé, pour l'entreprise, l'idée que ça soit crédité, ça n'a pas vraiment de poids. C'est pour l'adulte en formation que ça peut avoir du poids. Donc, ces différents enjeux-là qui sont en place. Si on revient à l'opération main-d'œuvre, je ne pense pas avoir vu personne de l'ordre des conseillers et conseillers d'orientation, mais c'est sûr qu'opération main-d'œuvre pose d'énormes questions face à comment l'État québécois considère l'intervention en orientation professionnelle. C'était nommé tout à l'heure, il y a vraiment beaucoup de gens qui ont choisi d'aller vers une formation parce qu'il y avait des bourses ici et ça, mais qui n'ont pas fait un processus de réflexion suffisant. Puis on est vraiment des gens en France, à la fois des gens en formation, puis les gens qui les accueillent, qui étaient nommés par nos collègues du syndicat, c'est clair, il y a une pays, mais en même temps, on a besoin de renforts. Alors, la question est pas simple, mais c'est sûr que
Les services d'orientation sont super mobilisés en ce moment. Le recrutement. Rachel, excusez-moi de vous couper. On vous entend pas bien. Je pense que je suis pas la seule. On entend, on dirait que vous êtes très loin. Je ne sais pas s'il y a une manière de se déplacer un petit peu. Je vais enlever mon micro. Donnez la parole à d'autres. OK, parfait. Donc, en attendant, je vais donner la parole à Farah, puis on reviendra ensuite à vous. Parfait. Merci infiniment, Émilie. Merci à toute l'équipe de SCA pour cette initiative. Moi, je salue vraiment cette enquête parce que ça rejoint effectivement un projet sur lequel on travaille ensemble. Actuellement, je rappelle, moi, je travaille avec ATF, Action Travail des Femmes. On est en train de piloter un projet que je rejoins effectivement dans une partie cette enquête que vous êtes en train de mener. On a le projet Contrer les effets systémiques de la non-reconnaissance des diplômes étrangers et notamment les effets sur les femmes immigrantes. Donc, dans cette enquête, vous avez soulevé pas mal de préoccupations, notamment pour la reconnaissance des acquis et des compétences. Et je pense que j'étais celle qui a écrit le commentaire concernant l'absence d'un mécanisme officiel, en fait, surtout pour les personnes diplômées à l'étranger et surtout pour les personnes hautement qualifiées. Si je ramène le contexte de votre enquête, l'opération main-d'œuvre qui a été annoncée par le gouvernement dans la période de novembre à décembre 2021, c'était justifié par le manque, la pénurie de main-d'œuvre et qui a notamment sollicité un focus sur certains secteurs. Donc, au début, c'était un focus sur les 6 secteurs essentiels, donc qui a engendré certaines mesures, certains programmes pour favoriser, disons, le recrutement, l'acquis d'une main-d'œuvre accessible pour renforcer le recrutement dans ces secteurs. Notamment, les préoccupations qui étaient élevées dans votre enquête pour les personnes immigrantes, notamment d'un côté, les diriger vers ces secteurs-là et d'un autre côté, ne pas reconnaître le volet de leurs compétences avec lesquelles elles étaient sélectionnées. Je parle des personnes immigrantes parce que pour les migrations économiques sur lesquelles le Québec peut avoir un pouvoir et donc sélectionner ces personnes-là, il y a une bonne proportion qui était sélectionnée parce qu'elle avait ces compétences. Il y a des personnes qui étaient sélectionnées parce qu'elles avaient les compétences professionnelles, académiques, l'âge, la situation familiale, les compétences linguistiques, etc. Ces personnes arrivant sur le territoire, notamment, je parle encore des personnes hautement qualifiées, ils n'ont pas un mécanisme officiel pour reconnaître leur diplôme universitaire. Donc, il y a encore ces obstacles à faire valoir ces compétences. Notamment, il y a les ordres professionnels, mais non pas exclusivement les ordres professionnels qui gèrent la question. Il y a aussi les universités, parce qu'on n'a pas de mécanisme officiel pour reconnaître les diplômes universitaires. Donc, je pense que c'est une préoccupation très importante à soulever, à réfléchir là-dessus, parce qu'en absence de mécanisme officiel de reconnaître ces qualifications-là, on est en train d'engendrer encore un processus de déqualification qui fait en sorte que dans l'opération main-d'œuvre, par exemple, c'est un exemple que je soulève notamment de manière très explicite parce qu'il est cité comme ça dans l'opération main-d'œuvre. L'opération main-d'œuvre, quand elle donne l'exemple des infirmières, on a parlé de ça plusieurs fois, moi, Hervé et Émilie, l'exemple des infirmières est vraiment très préoccupant parce qu'on va aller chercher des infirmières à l'étranger parce qu'elles sont déjà infirmières. On les recrute ici pour venir exercer la profession d'infirmière, mais arrivant sur le territoire, elles sont étudiantes. Elles doivent poursuivre une formation qui peut aller jusqu'à 52 semaines. Notamment, il y a eu quand même une réflexion sur un soutien financier pendant cette formation-là, mais c'est des personnes qui sont déjà infirmières qui doivent venir ici autant qu'étudiantes. Puis, entre-temps, pendant cette formation-là, elles sont préposées aux bénéficiaires à temps partiel. Donc, c'est un processus de déqualification dans le processus de recrutement qui va les faire falloir le statut de préposé aux bénéficiaires pendant cette profession-là. D'autres secteurs, notamment, ils sont touchés par certains programmes, mais notamment encore et encore, je soulève le point qu'en absence de mécanisme officiel de reconnaissance des diplômes universitaires, il y a encore ce risque de déqualification permanente.
Et aussi, je salue encore le fait, je pense, c'est le Premier ministre, votre directeur, président, qui a soulevé la politique d'éducation des adultes, un cadre qu'on évoque rarement, notamment pour la reconnaissance des acquis et compétences. Donc, je pense qu'une des préoccupations, c'est réfléchir ensemble sur un mécanisme officiel des compétences et des acquis obtenus à l'étranger, notamment pour les personnes hautement qualifiées qui sont encore dans l'obligation ou d'aller chercher des métiers de survie, de tomber dans une déqualification temporaire ou permanente, ou tout simplement de revenir obligatoirement au banc de l'université pour aller refaire une formation universitaire. Donc, je pense qu'une des préoccupations par rapport à certaines mesures et programmes de l'opération de main-d'œuvre, c'est d'aller réfléchir sur les compétences obtenues à l'étranger surtout. Merci beaucoup. J'espère que je n'ai pas dépassé le temps. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup, Farah. Ça Merci à soulève toi. toutes sortes de questions et d'enjeux importants. Rachel, je ne sais pas si vous êtes toujours là et si le problème peut-être de micro est résolu de votre côté. Si vous voulez reprendre la parole. On peut faire un test, je ne suis pas sûre, j'ai l'impression. Ça va-tu mieux? Oui, définitivement. Alors, donc, c'est ça, ce que je parlais, c'était les enjeux liés à l'orientation et comment le ministre, notamment, a un peu traité, je dirais, compris les services d'orientation et tout ça qui sont disponibles dans les centres de services et autres. Fait que c'est ça, ce que je voulais juste comme rappeler, c'était l'importance aussi dans la prise de parole sur l'opération main-d'œuvre de dire qu'il y a quand même toujours une expertise chez plusieurs, les conseillers en emploi et tout ça, qui peuvent vraiment soutenir les gens, mais il faut les penser dans l'organisation de ces opérations-là pour que les gens puissent faire des choix éclairés. Et je pense qu'il y a plusieurs personnes qui n'ont pas fait de choix éclairés en choisissant les formations. Merci beaucoup, Rachel. Il y a une main levée, Jean-François. Oui, bonjour. Donc, Jean-François Roulier, je suis directeur adjoint de la formation continue au RCM, le regroupement des cégeps de Montréal. Donc, mon intervention va porter davantage sur la formation continue, donc les programmes offerts à la formation continue et non pas au régulier là, avec les DEC. Donc, je vais un peu dans le même sens que Mme Bellil vient de mentionner au niveau des choix. Effectivement, on l'a constaté, puis je pense que ça a été mentionné un petit peu plus tôt aussi, que ça avait orienté quand même passablement les gens. Attendez, je pense que j'avais ouvert ma caméra, mais visiblement, il y a un petit problème technique. Voilà, désolé. Donc, tantôt, il a été question d'un certain déséquilibre, là, effectivement, lors des choix des programmes de formation. Puis, oui, on l'a constaté au collégial. Il y a eu quand même beaucoup de formations qui ont été ciblées par l'opération main-d'œuvre, entre autres dans le large domaine des TIC, les technologies de l'information. Ça a connu un énorme succès. Donc, il y a énormément de monde, particulièrement dans les cégeps montréalais, qui sont venus faire des formations en informatique. On peut se poser la question sur les intentions de certaines de ces personnes-là, très franchement. On n'est pas certain. Je n'ai pas de chiffres là, à vous transmettre là, sur la rétention, la réussite, là, mais clairement, le 650 $ par semaine était donc, c'était très attractif et les choix d'entreprendre ces formations-là étaient-elles toujours très appuyés au-delà de cet aspect financier-là? Probablement pas. Donc, ça reste à voir. Et ce que ça a créé aussi, c'est un certain déséquilibre. Donc, d'un côté, on avait des formations en informatique où il y avait beaucoup plus de monde que de places disponibles et à l'inverse, dans certains autres domaines qui n'étaient pas ciblés et pour lesquels il y a des besoins de main-d'œuvre importants aussi. On peinait à recruter, là, particulièrement, je dirais, depuis l'automne dernier, là, après que le programme PARAF a cessé. Là, donc, on a vu un certain impact là, qui est
difficile à mesurer avec des chiffres précis pour le moment. On pourra y venir par la suite, là, mais c'est quand même un impact quand même assez significatif qu'on a pu noter avec l'opération main-d'œuvre. Ce n'est pas tout négatif, évidemment, parce qu'il y a des objectifs qui étaient quand même assez élevés au niveau des programmes en informatique, justement, où la pénurie de main-d'œuvre est avérée depuis déjà longtemps. Donc, il y avait une action à entreprendre, ça a été fait et je pense que ça va donner des résultats intéressants. Mais est-ce que c'est parfait? Probablement pas. Est-ce que ça a eu de l'impact positif? Oui. Est-ce que ça a eu aussi des impacts négatifs sur d'autres domaines? Probablement qu'on va pouvoir le mesurer plus précisément dans les mois et les années à venir, là. Donc, on pourra voir concrètement là, ce qu'il y a eu cours. J'ai un élément aussi que je voulais partager avec vous parce qu'il a été question de formation, des formations de plus courte durée, donc des programmes qui ont été peut-être tronqués pour aller à l'essentiel, pour que ça aille plus rapidement. Sachez que dans les programmes collégiaux qui ont été ciblés par l'opération main-d'œuvre. Là, je parle toujours de la formation continue, donc des AEC. C'était tous des programmes qui étaient existants. Donc, il n'y a pas eu de révision de programme avec des durées à la baisse et des compétences moins importantes. Ça ne s'est pas avéré, peut-être comme ça a été mentionné tantôt pour certains programmes de DEP ou d'AEP qui ont été modifiés pour répondre à certaines demandes. Ça ne s'est pas avéré là, au niveau collégial. Donc, les programmes, par exemple, d'AEC en informatique, puisque j'en parlais tantôt, c'est tous des programmes qui existaient avant l'opération main-d'œuvre, qui ont permis de former des gens avec les compétences attendues sur le marché du travail. Donc, pour ma part, je ne sens pas qu'au niveau collégial, on ait vécu les situations exposées tantôt. Qui cadrait plus pour l'AFP. Donc, c'est des éléments que je voulais partager avec vous. Puis, il y a un des collègues du réseau collégial tantôt qui parlait des certifications collégiales. Dans l'opération main-d'œuvre, il n'y en est à peu près pas question de certification collégiale, outre celle en éducation à l'enfance. Ça, c'est un micro-programme de 90 heures. Je ne peux même pas parler de programme, là. C'est un cours de 90 heures qui permet d'intégrer rapidement le marché du travail en éducation à l'enfance. Il y a certainement des aspects positifs là-dedans, mais il y a quand même des éléments qui posent question parce que déjà, dans le réseau collégial pour l'éducation à l'enfance, il y a un DEC, il y a un AEC, et là, on arrive avec une autre modalité d'accès à la profession. Donc, ça peut devenir un peu confondant pour les personnes intéressées à intégrer ce domaine-là. Puis peut-être que ça peut ultimement avoir des impacts sur le recrutement dans les programmes un petit peu plus appuyés que sont l'AEC et ultimement le DEC. Donc, voilà. Donc, moi, personnellement, là, c'est Jean-François qui parle. Je ne représente pas le réseau en disant ça. Je me pose quand même la question là, sur ces multiples voies d'entrée. Ça peut devenir confondant autant pour les gens qu'on veut desservir. Puis, est-ce que ça sert ultimement le réseau? On peut se poser la question. Je ne remets pas en cause l'existence des certifications collégiales dans d'autres contextes, loin de là, parce que c'est un outil qui peut être très pertinent pour la formation des gens en emploi. Mais dans ce cadre précis-là, bon, ça reste à voir. Peut-être que ça aura des bénéfices intéressants, mais ça soulève quand même des questions là, pour l'intégration à la profession dans le domaine de l'éducation à l'enfance. Toutes ces voies d'entrée différentes là, qui sont disponibles. Bref, voilà. Un grand merci pour ce commentaire vraiment fort intéressant. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui voudraient intervenir, qui voudraient partager des réflexions, des préoccupations? On voit déjà par les différentes réponses puis les milieux qu'il y a des réalités quand même assez différentes. C'est très enrichissant. Farah? Merci beaucoup, Émilie. Je ne veux pas avoir la parole plusieurs fois à la place des autres, mais je pense que il y a un petit amalgame qui se répète pendant les annonces qui sont en parallèle à l'opération main-d'œuvre. Je parle des annonces du gouvernement quand on parle de reconnaissance des acquis et des compétences et c'est vraiment lié à la préoccupation que vous avez dans votre enquête et aussi dans le projet qu'on travaille ensemble. C'est quand on parle de reconnaissance des acquis, en même temps,
qu'on calque ça, qu'on copie ça sur la notion de requalification. Ça veut dire reconnaître les compétences d'une personne qu'elle a obtenues, comme elle est mentionnée dans la politique d'éducation des adultes, qu'une personne n'a pas à refaire ce qu'elle a déjà acquis. Elle peut donner tout simplement les preuves qu'elle a acquis ses compétences, ses études, ses expériences professionnelles, etc. Mais elle n'a pas à requalifier une personne, c'est une autre chose, ce n'est pas un synonyme. Dans l'opération main-d'œuvre, on est en train de diriger des personnes vers des besoins qui sont réels dans le marché du travail, des secteurs qui ont besoin de main-d'œuvre. Ça, c'est une réalité. Il n'y a personne qui peut la nier ou dire non, on n'a pas des secteurs qui ont besoin plus que d'autres. La pandémie, elle a rendu ça plus aigu dans certains secteurs, notamment l'éducation, la santé, etc. Mais il faut faire attention à ne pas confondre reconnaissance des acquis, l'expression RAC, qui est déjà définie dans la politique d'éducation des adultes, qui a déjà une signification, reconnaître les compétences et les acquis d'une personne, que ce soit obtenue au Québec ou ailleurs, avec la notion de requalification. À chaque fois qu'il y a une annonce gouvernementale, je m'excuse, moi j'essaie de ne pas mettre beaucoup d'émotions là-dedans, mais c'est un peu frustrant quand on essaie de donner ça comme synonyme à la notion de requalification, c'est de diriger les personnes vers certains secteurs parce que ça fait en sorte que, comme si on donne ça comme les uniques options possibles, et ça engendre des déqualifications professionnelles permanentes pour des personnes qui ont des qualifications. Récemment, je rappelle qu'il y a une enquête qui a été faite par, si je ne me trompe pas, par Radio-Canada sur le recrutement des médecins diplômés à l'étranger. Le Québec, c'est la province qui recrute le moins des médecins diplômés à l'étranger. Je pense que c'est un constat qui a été documenté. Uniquement 9% des médecins qui exercent en médecine familiale au Québec sont diplômés à l'étranger. Dans d'autres provinces, Saskatchewan, par exemple, c'est 40%. L'écart, ça mène vraiment à une réflexion pour voir qu'est-ce qui se passe. La notion de protection du public, je pense qu'elle inquiète tout le monde. Ce n'est pas juste à l'ouest ou à l'est. Aussi, le fait que, par exemple, les postes vacants des médecins en médecine familiale dans tout le Canada, c'est 99%, dont 73% sont au Québec. Donc, on a préféré garder des postes vacants plutôt qu'aller chercher des mécanismes de reconnaissance et d'aller trouver des programmes pour pouvoir qualifier ou aller reconnaître des médecins diplômés à l'étranger. Il y a des témoignages qui étaient donnés dans le reportage. Je peux même vous mettre le lien dans le chat des médecins qui ont pu aller exercer dans d'autres provinces. Ils ont pu exercer leur métier parce qu'ils sont des médecins, qui ont leur diplôme, ils ont ce qui prouve leurs compétences en tant que médecins, mais ils n'ont pas pu rejoindre le service au Québec. Donc ça, je pense, ça, c'est des inquiétudes qui nous ramènent, c'est plusieurs constats qui peuvent nous ramener à une réflexion sur l'opération main-d'œuvre, que ce soit dans les programmes qui étaient annoncés au début et d'autres programmes qui étaient accompagnés après. Je pense que la notion de requalification, elle mène aussi une grande interrogation selon moi, parce que requalifier, ça ne veut pas dire reconnaître les qualifications, ça veut dire diriger la personne à refaire probablement quelque chose qui fait partie de sa formation, mais qui peut engendrer des qualifications. Enfin, ça, c'est un enjeu aussi après de revenus, possibilités dans le marché du travail, reconnaissance de son expérience, possibilité aussi de monter dans sa carrière professionnelle, etc. Je m'excuse encore si j'ai pris une deuxième fois la parole. Merci beaucoup, Émilie. Merci, Farah. Puis, oui, merci de partager aussi le lien dont tu parles dans le fil de discussion. Donc, il y avait Marlène qui avait la main levée, ensuite Rachel et Nadia. Oui, bonjour. Alors, Marlène Gagné de la Fédération conseillère au niveau de la formation professionnelle et du secteur adulte. Alors, je voulais également souligner, dans le fond, dans l'introduction de M. Pierre Doré, vous avez dit que dans l'opération main-d'œuvre, ils ont omis l'aéronautique. Je crois que c'était vous ou M. Hervé, je ne sais plus, mais l'opération main-d'œuvre, on n'est encore malheureusement pas tout au fait de la deuxième phase, mais il semblerait que les phases subséquentes, la 2 et les subséquentes, c'est-à-dire la 2 et la 3, il y aura minimalement des programmes qui vont concerner l'aéronautique, l'électrification, l'énergie verte, d'autres secteurs.
Donc, je tenais à le spécifier, mais on n'a pas tous les tenants et les aboutissants des phases, des autres phases. Première intervention. Deuxième petite autre intervention. La Fédération a été au cœur, entre autres, de la mise en œuvre des formations accélérées. Tantôt, vous avez parlé Isabelle Lynn a parlé de la formation des préposés aux bénéficiaires et de la formation infirmière auxiliaire. Je voudrais faire aussi l'apologie positive. C'est-à-dire qu'il y a eu une énorme mobilisation du réseau de l'éducation suite à cette demande qui venait directement du premier ministre. Malgré le fait qu'il y a peut-être des constats d'échec, des constats de difficultés au niveau du recrutement, le rythme a été extrêmement soutenu. Il y a plusieurs, je dirais, recommandations qui ont été soulevées et travaillées pour faire en sorte qu'éventuellement, il y ait des ajustements sur les prochaines mises en œuvre. Mais je tiens à souligner, par contre, la mobilisation du réseau, la mobilisation des centres de formation professionnelle pour faire, malgré tout, des pieds et des mains pour qualifier le plus grand nombre de ces 2400 infirmiers, infirmières, pour ne parler que de cette formation-là, le plus possible et dans les délais demandés par le ministère. On est à ce jour en train de colliger, parce qu'on aura en mars la première cohorte ressortissante. Les formations se sont malheureusement étirées un peu plus longuement, étant donné qu'on a eu des consignes de départ avec lesquelles on a dû conjuguer rapidement. Donc, les dernières cohortes sont parties au 15 septembre 2022. Donc, les premiers diplômés sortiront de la formation professionnelle, de cette formation accélérée-là en mars et donc pourront aller vers l'examen de l'OIAC. Donc, on aura des statistiques probantes incessamment. Mais je tenais quand même à souligner l'apport incommensurable de tous les centres de services scolaires pour faire en sorte, et je dirais des équipes de la Fédération pour trouver des stratégies pour mobiliser et les enseignants et parfois pour pouvoir permettre la mise en œuvre de ces formations-là. Donc, voilà. Merci. Merci beaucoup, Marlène. Donc, Rachel et ensuite Nadia. Oui, je voulais juste réagir un petit peu à ce que Farah a amené sur l'amalgame qui peut se faire entre reconnaissance des acquis des compétences et requalification. Elle a bien raison, c'est absolument pas des synonymes, mais il y a vraiment un lien aussi qu'on peut, et à mon avis qu'on doit faire pour un certain groupe de travailleuses et de travailleurs. C'est sûr que ça ne concerne pas tout le monde, mais la reconnaissance des acquis dans le modèle québécois tel que ça se fait au Québec en formation professionnelle et au collégial, avec ce que moi j'appelle la formation complémentaire, qu'on appelle au collégial souvent la formation manquante ou l'acquisition de compétences en formation professionnelle. C'est vraiment comme une partie qui est reconnue, puis il y a une partie qui est de la formation. Et c'est dans ce sens-là que ça peut contribuer à la requalification. Mais effectivement, c'est deux choses qui sont différentes, mais il va y avoir des parcours de reconnaissance des acquis qui vont se faire vraiment dans cet esprit de requalification. Et je pense que c'est une voie qu'on doit prendre en compte qui est vraiment très porteuse pour un certain nombre d'adultes. Mais c'est sûr que la reconnaissance des acquis s'inscrit dans différents projets de vie. Et certains, c'est vraiment dans le métier déjà qui est... je pense, par exemple, dans la recherche qu'on a faite dans le secteur minier, une personne qui travaille, par exemple, en conduite de machinerie lourde de voirie, disons, peu importe si elle est en forêt ou en municipal, pourrait envisager d'aller travailler dans les mines. Donc, ça va être une forme de requalification pour pouvoir travailler dans le secteur minier. Elle va avoir des compétences qui vont lui être reconnues parce qu'il y a une machinerie qui est proche, mais il va avoir des nouvelles compétences à développer, tout ça. C'est dans ce sens-là que le lien
mérite d'être fait pour un certain groupe de travailleuses et de travailleurs. Merci beaucoup pour ces précisions. Nadia? Oui, bonjour. Peut-être juste dire en premier lieu que je suis tout à fait d'accord avec ce que Isabelle Lynn et Lynn Lamontagne ont dit. C'est effectivement des choses qu'on doit regarder de très près, des inquiétudes sur la qualité de la formation. Les formations, que ce soit en alternance travail-études, les formations écourtées, les formations accélérées. Tout type de nouvelles formations, mais aussi, on n'en a pas parlé, mais dans l'opération main-d'œuvre, il y a aussi l'objectif de former davantage de profs et de diversifier l'accès à la profession d'enseignant. Et dans le fond, juste nous, on a une préoccupation par rapport notamment au nouveau programme de maîtrise qualifiante qui forme des profs du préscolaire et du primaire. En ce moment, il y en a une, là, celle de l'Université de Montréal, qui a été, si vous voulez, que le ministre a approuvée. Il y en a une autre que le projet de règlement modifiant le règlement sur les autorisations d'enseigner, un projet qui a été publié le 31 août, qui vient proposer aussi la maîtrise de la TELUC, même si ça n'a pas encore été accepté, là, les modifications n'ont pas encore été édictées. Mais bref, nous, on a fait l'analyse de ces maîtrises qualifiantes-là, puis on considère que c'est pas le modèle de la maîtrise qualifiante n'est pas du tout adapté au secteur du préscolaire, du primaire et de l'adaptation scolaire. Il y a on est loin, là, dans le fond, quand on veut être prof, par exemple, je vous donne un exemple concret, prof au primaire, bien, le prof, il doit maîtriser plusieurs matières, le français, maths, univers social, éthique et culture religieuse, art, etc. Et le nombre de cours présents disciplinaires dans la maîtrise ne permet pas du tout, là, dans le fond, aux profs d'être bien préparés pour leur travail. Donc, on a de fortes inquiétudes là-dessus. Puis, dans le programme de la TELUC, il n'y a même pas de cours de didactique de français. Alors, c'est très inquiétant. Pour nous, ça, surtout quand même le CAPFEU n'avait pas donné son accord, était en désaccord avec la maîtrise qualifiante de l'UDM. Le ministre est allé de l'avant malgré ça. Donc, nous, ça nous inquiète beaucoup, ça, entre autres, tout comme ce qui a été mentionné là, par Isabelle Lynn et Madame Lamontagne. Donc, je voulais juste souligner cet élément-là nouveau dont on n'avait pas discuté encore aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup, Nadia, pour ce témoignage sur la question des maîtrises qualifiantes. On approche de 11h30, la fin du webinaire, donc je ne sais pas s'il y a des personnes qui n'ont pas pris la parole, qui souhaiteraient intervenir, poser une question pour partager quelque chose avant la fin du webinaire. Donc, ça serait le temps, le temps ou jamais de le faire. Rachel, je ne sais pas si c'est une nouvelle main ou non? OK. Donc, peut-être Farah, puis après tout, je laisserai peut-être un mot de la fin. Je ne sais pas si Hervé ou Pierre, vous auriez envie de revenir un petit peu sur ce qui a été amené durant le webinaire. Donc, Farah, rapidement. Oui, merci beaucoup, Émilie. J'espère que je ne reprends pas beaucoup la parole. Je profite du fait que je ne prends pas la place d'autres personnes qui ont demandé la parole. Encore, merci infiniment pour votre initiative. Cette enquête, vraiment, elle nous ramène explicitement des préoccupations qui sont très réelles. Elle nous ramène vraiment une bonne réflexion sur certains sujets, notamment, comme j'ai ramené au début, nous sommes en train de collaborer avec les CA concernant un sujet qu'Action Travail des femmes sont en train de mener. Nous sommes en train de mener cette réflexion concernant la reconnaissance des diplômes étrangers et l'impact sur les femmes immigrantes, notamment, certaines dynamiques. Donc, on prépare une journée de colloque probablement en prochain mars, le 10 mars. Si vous voulez échanger, je peux mettre mon adresse courriel dans le chat. On pourrait échanger avec vous, certainement avec toutes les personnes qui ont collaboré à votre événement aujourd'hui. Puis avec les CA, certainement, j'ai un bon retour à faire avec vous. Donc, je vous remercie encore et encore pour cette initiative. Les préoccupations sont très réelles. J'ai très hâte aussi de lire la documentation s'il y a quelque chose qui serait publié plus tard pour cette journée. Je pense que c'est très enrichissant. Donc, je vous remercie infiniment pour cet événement d'aujourd'hui.
Merci, Farah. Donc, Hervé ou Pierre, avez-vous envie de faire le mot de la fin? Je vais laisser Pierre faire le mot de la fin, mais avant le mot de la fin, j'aimerais juste préciser, assurément, là, on va essayer de trouver une manière de publier là, les résultats de la consultation là, avec quelques éléments d'analyse, puis peut-être aussi là, la synthèse là, des commentaires là, que Émilie a présentés. Mais dans l'immédiat, c'est ce qu'on pensait faire par rapport à ça, mais c'est une réflexion qui est en cours. Là. Je suis persuadé que Pierre a quelque chose à dire par rapport à ça, là, mais c'est pas je pense pas que le webinaire d'aujourd'hui vient clore une discussion sur l'opération main-d'œuvre. C'est quelque chose qui est un work in progress. Donc, si dans l'avenir, les personnes participantes à l'activité d'aujourd'hui ont envie de partager avec nous des constats de succès ou de problèmes, ben, elle est invitée à le faire. Là. Nos adresses sont sur le site web. Là. Vous pouvez communiquer avec nous en tout temps. Je vous remercie. Pierre. OK, oui. J'aurais deux remarques. Une chose qu'on n'a pas dit et qui est probablement important là, pour le futur, c'est que les opérations en question ont impliqué aujourd'hui les formations universitaires. Il y a pas si longtemps, quand des personnes sans emploi, par exemple, demandaient de suivre une formation universitaire, elles se voyaient refuser la chose ou elles se faisaient dire « allez au prêt et bourse pour pouvoir suivre vos cours ». Donc là, il y a un élément qui peut être important qui me semble une nouveauté. Qu'est-ce que ça va vouloir dire exactement? Je ne le sais pas. Mais quand on pense, par exemple, à l'ouverture sur l'aéronautique, pour reprendre ce que disait Marlène Gagné, là, effectivement, il y a des formations dans ce domaine-là qui relèvent du secondaire, du collégial et de l'université. En quelque part, ça devient intéressant là, de pouvoir chercher, en tout cas, à combiner les différents enjeux qui peuvent exister. Ça, c'est ma première remarque qui me semble, dans une perspective là, de développement élargi de la formation professionnelle, de la formation technique et de la formation universitaire, je trouve qu'il y a là quelque chose qui peut être intéressant et c'est quelque chose à suivre. Le deuxième élément que je voulais souligner, c'est qu'il y a beaucoup des interventions qui sont tout à fait, me semble-t-il, tout à fait pertinentes et qui posent en quelque sorte toute une série d'enjeux. Je dirais que, grosso modo, la discussion future pourrait tourner autour, d'une part, entre ce qui existe, les propositions d'action puis les réalisations effectives dans le champ de l'éducation puis dans les relations avec les emplois, mais ce qui pourrait exister. Et dans ce qui pourrait exister, il me semble qu'il y a plusieurs éléments dans ce que vous avez dit qui ressortent. Le premier élément que je trouve, c'est que, dans le fond, le problème actuel, c'est que, dans le fond, le système n'est pas vraiment emboîté. C'est-à-dire qu'on fonctionne encore en silo et on n'est pas capable, dans le fond, de travailler beaucoup en interordre et de penser en interordre, mais aussi, ça, c'est du côté de la planification, mais de penser en termes de parcours du point de vue des personnes qui peuvent rentrer dans des parcours de formation à différents ordres, mais qui peuvent continuer. Donc, à ce niveau-là, il y a des enjeux pour un emboîtement plus serré. Et puis l'emboîtement, ça concerne autant, vous allez voir, autant la formation, je dirais, formelle et créditée que la formation non créditée.
ou l'auto-formation. Là. Et là, on voit très bien qu'il y a un espace important au niveau de la reconnaissance des acquis. Donc, il y a des enjeux, je dirais, au niveau de la planification. Plusieurs ont souligné effectivement la question de comment ces programmes-là sont planifiés, comment est-ce que les secteurs sont choisis. Et moi, ce qui m'avait frappé, mais encore une fois, Marlène Gagné disait qu'il y a une phase 2, mais comme on travaille sa phase 1, il faut bien le noter, il y a très peu de secteurs en émergence qui étaient présents dans la phase actuelle. Je suis frappé de voir que l'État en grande partie nous dit qu'il est en train de donner de l'argent pour former ses propres employés ou ses futurs employés. Donc ça, il y avait un élément qui m'apparaissait qui est lourd. Là, puis il y a quelqu'un, je pense que c'est Nadia justement, là, qui faisait la remarque dans le fond, il est en train de travailler pour lui-même comme tel. L'autre élément au niveau de la planification, c'est, je me pose toujours des questions sur l'efficacité de cibler des secteurs, de cibler des actions comme telles. Juste donner une idée parce que il me semble que c'était M. Legault, justement, qui était à l'origine de ça. Fin des années 90, début des années 2000, le gouvernement décide de faire des bourses pour donner aux étudiants qui finissent leur formation collégiale dans les temps requis. Là. Donc, 3 ans en formation technique, 2 ans en formation préuniversitaire. Or, ce qui est arrivé, c'est qu'on a donné, de toute façon, ces bourses-là ont été données à des gens qui, de toute façon, allaient finir dans les temps requis. Donc, les bourses n'ont pas eu d'effet très, très important pour, entre guillemets, faire en sorte que les parcours soient plus courts. Au contraire, en fait, c'est probablement la question qu'il fallait se poser, c'est pourquoi, effectivement, les étudiants prennent plus de temps pour finir leur programme. Le deuxième élément au niveau de l'emboîtement, c'est ce qui a été beaucoup dit, c'est l'enjeu de la reconnaissance des acquis dans le sens le plus large possible. Que ce soit reconnaissance des acquis scolaires dans le cas des personnes immigrantes, mais une reconnaissance d'acquis réels. Là. Et le principe de base, c'est personne n'est tenu à apprendre ce qu'il sait déjà. Et donc, là, il y a un élément qui paraît évident, mais qui, je pense, ne se retrouve pas dans les pratiques comme telles, entre autres quand il s'agit de penser en termes d'ordre professionnel, même s'il y a beaucoup de progrès qui ont été faits à ce niveau-là. Et pour moi, la reconnaissance des acquis, c'est de permettre justement de permettre cet emboîtement, non pas du point de vue du lien au travail ou à l'emploi, mais du point de vue de l'évolution éducative et du droit à l'éducation des personnes. Et le troisième élément sur lequel je voudrais revenir, que je trouvais que vos propos étaient tout à fait intéressants, c'est la question des modes d'accès aux études. Moi, où j'ai surtout déchanté dans l'opération des préposés aux bénéficiaires, c'est quand des préposés aux bénéficiaires ont demandé de pouvoir retourner aux études pour passer de la formation rapide à la formation au DEP. Et ce qui, pour moi, m'apparaissait une évidence à faire, là, justement dans une logique de parcours et de formation tout au long de la vie, et que la réponse des politiques a été de dire il n'y a pas question. Donc, à ce niveau-là, je trouvais qu'il y avait effectivement un problème important dans la mesure où j'avais l'impression qu'on était en train de manquer une belle occasion, collectivement en tout cas, de manquer une belle occasion de penser
la formation, l'accès à la formation et l'accès à la formation professionnelle de façon un peu différente de celle d'aujourd'hui, qui reste collée à gérer des urgences et qui n'ouvre pas en quelque part sur quelque chose de plus loin, ne serait-ce qu'en gérant des urgences. Quand les urgences sont intersectorielles, puis qu'on cible des secteurs, ça donne une idée qu'il peut y avoir. On canalise les demandes de formation, mais comme disait, je ne sais plus si c'est Jean-François Roulier ou quelqu'un d'autre, comme on disait tantôt, ça pose des enjeux d'orientation en général et de choix de programme. Voilà, c'est un peu ce que je voulais dire. Encore une fois, merci pour cette belle discussion et cette discussion intéressante. Et je vous souhaite bon appétit et on va vous revenir avec d'autres réflexions et d'autres demandes de discussion, en quelque sorte, autour de ces enjeux de formation professionnelle qui, aujourd'hui, sont peut-être mal canalisés, là. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Pierre, pour cette petite synthèse. Merci à tout le monde de votre participation et de vos partages de réflexion. Ça a été vraiment très intéressant. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne fin de journée à tous et à toutes. Bonne fin de journée. Bonne fin de journée. Bonne fin de journée.